Et c'est parti, à toi Sophie. Merci beaucoup Florian, bonjour à tous. Ce midi formation du 29 mars 2022 est au sujet de nos réunions. Dynamisons nos réunions, ou plutôt, ça serait plutôt comment faire pour avoir des réunions efficaces, efficientes et gagner du temps en fait. Voilà. Donc ça sera le sujet de notre midi formation du jour. Alors, hop. Qui a déjà assisté à une réunion? Jamais. Jamais. Allez, un peu d'enthousiasme. S'il n'y a pas d'enthousiasme, Oui. j'arrête là. Oui. 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 Elle a déjà perdu son temps en réunion. Jamais. Beaucoup. Oui, mais je le dis pas fort. Oh oui. Qui s'est déjà assoupi lors d'une réunion? Alors, moi, jamais, par contre. Jamais non plus. Oh, piqué du nez quand même. Trop souvent, oui, elle dit. Un cadre passe en moyenne 16 ans en réunion. 16 ans. Vous imaginez? Si 98% d'entre eux estiment qu'elles sont nécessaires, les 3/4 considèrent aussi perdre leur temps. 3/4 considèrent perdre son temps en réunion. Je sais pas, sur 16 ans de réunion, ça fait quand même beaucoup de temps. Hein. Un cadre sur 3 avoue s'être assoupi en réunion. Bon, ce sont des vrais chiffres. Hein. C'est pas moi qui le dis. Mais j'en ai déjà vu qui s'assoupissaient. Ceci dit, maintenant en télétravail, c'est plus discret. Chut, ça m'est jamais arrivé ça. Voilà le petit sommaire. Donc d'abord, on va parler de l'accueil, parce que l'accueil est important en réunion. Et ouais, c'est l'accueil est important, le plan est important, la conclusion est importante. Et puis après, je vous donnerai un petit peu les tips d'où viennent toutes mes informations. Alors l'accueil. L'accueil, c'est important parce que c'est un moment de sas. C'est un sas, en fait. C'est exactement comme un sas dans un restaurant. On rentre, on se met psychologiquement à rentrer après dans le restaurant. Bon, ça se fait de moins en moins, les sas, mais il y a un côté où on va rentrer, on va être un peu plus au chaud et on va pouvoir rentrer dans le restaurant. Les sas aussi dans les banques, voilà, c'est ça le sas. Et il est nécessaire d'avoir un sas pour rentrer dans une réunion parce que peut-être qu'on vient juste d'arriver, peut-être qu'on vient juste d'avoir l'appel de la maîtresse qui vient de nous dire qu'il faut venir chercher le gamin dans 30 minutes parce qu'il a le Covid. Bon, là, du coup, bref, un sas est important pour pouvoir se remettre en place les idées et pour se dire, bon, allez, maintenant, je suis dans la bonne comment dire, dans le bon état d'esprit pour rentrer dans la réunion. D'où l'intérêt d'avoir ce côté accueil. Donc ça permet de se synchroniser, s'apprivoiser aussi parce que on se connaît peut-être pas forcément. C'est la première fois qu'on travaille ensemble. On se pose un petit peu des questions. En plus, on n'a pas parlé, peut-être depuis le début de la journée, on n'a pas dit un mot et du coup, on n'a pas encore l'habitude. Bon, bref, laisser de côté ses problèmes personnels. Ça, donc, l'accueil, c'est un moment assez important. Quelques idées pour accueillir. Le tour de table. Bon, ça paraît gnangnan, mais n'empêche que le tour de table, ça permet à chaque personne de parler et le fait de parler, de dire quelque chose, ça nous donnera l'autorisation par la suite de participer. Si on n'a pas du tout parlé de la réunion et qu'on a une idée au bout de 3/4 d'heure, on osera moins partager son idée parce qu'on n'aura pas parlé du tout de la réunion. Alors que le fait d'introduire, de parler dès le début de la réunion, ça nous donnera plus de facilité à parler pendant la réunion.
Faites le test, c'est assez impressionnant comme c'est vrai en fait. Donc le simple tour de table, c'est ce qui est un petit peu, entre guillemets, le plus facile. Après, il y a le côté inquiet, en colère, content, effrayé. Alors, il existe tout plein de types, de genres. En fait, ça permet de s'exprimer avant de démarrer la réunion, de donner son sentiment. Bah ouais, je suis super énervée là, j'ai failli avoir un accident de voiture en rentrant parce qu'il y a un imbécile de vélo ou de trottinette électrique qui a fait n'importe quoi, et du coup, je suis un peu énervée. Et le fait de le dire, et ben ça y est, c'est passé. Alors que si on ne le dit pas, on peut avoir cette idée dans la tête pendant l'heure de réunion, et du coup ça tracasse parce qu'on a failli avoir un accident et qu'on l'a dit à personne et que j'ai trop envie d'appeler mon mari pour lui dire parce que ça m'a énervé. Là, finalement, le fait de le partager directement, ça me permet de parler déjà, et puis ça permet de laisser ce problème derrière moi et d'arrêter d'y penser. Donc, c'est des choses qui marchent bien. Après, la carte postale, c'est un peu plus long, donc ça serait plutôt à faire pour des formations. C'est une carte postale aussi pour savoir comment est-ce qu'on va, ou par exemple, si c'est le deuxième jour de formation, choisissez une carte postale par rapport à ce que vous pensez, par rapport à ce que vous avez appris la veille. Voilà, c'est des cartes postales qu'on choisit et qui permet donc aux personnes de communiquer et de parler. Et puis, ce sera un succès si. Cette réunion sera un succès si. Et ça, c'est assez intéressant parce que si on a mal préparé notre réunion et que les objectifs de ce sera un succès si sont différents, on s'aperçoit qu'on n'a pas très, très bien organisé sa réunion parce que du coup, les gens ne sont pas venus pour la même chose et ça veut dire que c'est déjà mal barré comme réunion. Élaborer le plan. Élaborer le plan, c'est primordial. Donc, qui dit élaborer le plan, dit le faire en amont. Hein. On n'élabore pas un plan sur le moment. Il n'y a que l'agence touriste qui fait ça. Mais pas nous, pas au travail. Donc, j'ai pris une astuce, le cadre, les 7 P. Donc, en fait, je vous fais un résumé du livre. Donc, c'est ce livre-là, Game Storming, que je vous conseille, qui est vraiment super. Et j'en reparlerai à la fin de la présentation. En tout cas, voilà, le cadre des 7 P, je l'ai pris dans ce livre. Il existe également sur Internet. Vous tapez 7 P et vous avez les indications. Je vais toutefois vous en parler aujourd'hui, étant donné que je suis là pour ça. Alors, les 7 P. Vous avez les 7 P en français, les 7 P en anglais. Ils ont réussi à faire la traduction. Ils sont doués. Donc, ça a été inventé par James Macanuffo. M'en demandez pas plus. Voilà, je trouvais que c'était honnête de dire qu'il avait inventé, mais je ne connais pas cette personne personnellement. Voilà, donc les 7 P, vous excuserez mon anglais, Purpose, People, Process, Product, Preparation, Practical Concerns et Pitfalls. Donc en français, ils ont réussi à faire des traductions à peu près similaires. On va commencer par le purpose, qui me paraît être quand même la partie la plus importante. C'est l'objectif. Quel est l'objectif de la réunion? S'il n'y a pas d'objectif, ça ne sert à rien de la faire. Voilà. Et puis, il faut un seul objectif. Un unique objectif. Parce que si on commence à avoir plusieurs objectifs, ça veut dire qu'il faut peut-être inviter plusieurs personnes, et il y a des personnes qui vont s'enquiquiner parce que eux, ils sont venus pour un objectif, ils ne sont pas venus pour l'autre. Donc, un unique objectif à la réunion. Ça peut être diffuser de l'information, un point d'avancement, résolution de problème, prise de décision, faire de la production. En tout cas, il faut un objectif. Bon, éventuellement, on peut l'afficher dans la salle.
Bon, c'était en 2015, on était encore en présentiel. Là, c'est plus compliqué, quoique si l'objectif du sprint peut être sur le nom de la réunion, par exemple là, c'est midi formation, dynamisons nos réunions, on sait pourquoi on est là et on sait avec quoi voilà, on sait avec quoi on veut sortir. En tout cas, vous voulez, vous voulez en savoir plus sur comment dynamiser la réunion. Voilà, donc l'objectif est très très important. Si vous ne connaissez pas l'objectif du sprint, il est de votre devoir de demander finalement à la personne qui a organisé, au fait, j'ai pas compris quel était l'objectif. Et tout ça, c'est du donnant-donnant. C'est à la fois la personne qui doit bien préparer, mais à la fois aussi les personnes qui sont invitées, qui doivent aussi, qui doivent avoir cette responsabilité de demander. Et d'ailleurs, justement, on va parler maintenant des people. Donc, il faut identifier les personnes indispensables. Il faut éviter d'inviter trop de monde parce que dès qu'il y a trop de monde, c'est le bazar. Hein, et puis, on ne s'entend plus. Et de toutes les manières, en 1 heure, on ne peut pas écouter 50 personnes. Éviter d'inviter des personnes intéressées par une partie de la réunion. Ça revient avec l'objectif. Normalement, si toutes les personnes sont intéressées par juste une partie, c'est qu'il y a 2 objectifs à la réunion. Donc déjà, il y a un souci. Il faut dans ce cas faire vraiment 2 réunions séparées. Et puis, on peut déléguer éventuellement les rôles du facilitateur pour impliquer les participants. C'est toujours difficile d'être maître de cérémonie. Et du coup, le fait de pouvoir partager un petit peu, déléguer les rôles, ça permet d'être plus serein dans l'organisation et dans le suivi finalement de la réunion. Donc, dans les différents rôles, il peut y avoir le rôle d'animateur avec le suivi de l'agenda pour être sûr qu'on est dans les clous et qu'on reste dans les clous. Le timekeeper qui respecte le temps imparti. Le pouce décision, donc c'est la personne qui va... Pourquoi j'ai un truc de volume là? Vous voyez, vous, le volume? Oui. Bon, C'est bon. le bloc là, le truc rose. Ah non, moi j'avais un truc qui s'affichait sur mon écran, mais a priori c'était que chez moi. Le truc rose, c'est effectivement le pouce décision. Donc c'est quelqu'un qui est en charge de prendre une décision. Et c'est super difficile parce que c'est vrai qu'on a tendance à parler. Puis de temps en temps, ça peut être intéressant, mais ça n'a plus rien à voir avec le sujet. Donc il faut dire, c'est très intéressant, mais stop là. On est là pour prendre une décision sur cet objectif-là. Donc on va se reconcentrer sur cet objectif-là. On va garder quand même ce sujet qui est très intéressant. On le note d'ailleurs. On peut me faire un parking lot à côté en disant « Je note bien que le sujet est important et qu'il faudra en discuter ou mettre en place une autre réunion sur ce sujet-là. Aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas ça. L'objectif, c'est celui-ci. Donc, on va discuter de ce sujet-là. » Et ça, c'est très difficile d'avoir le rôle de pouce décision parce que c'est forcément le rôle du gars qui coupe un peu qui coupe la parole. Il le fait au mieux, mais qui essaie de recadrer un petit peu les personnes et ça fait un peu rabat-joie. Par contre, c'est vraiment un rôle très, très important. Et l'observateur. L'observateur, c'est plus rare qu'on le mette en place. Et pourtant, ça peut être très utile puisque c'est justement quelqu'un qui va être à l'extérieur et qui va essayer d'observer la réunion de voir quelles sont les personnes qui ont tendance à changer forcément tout le temps de discussion ou qui ne parlent pas. Voilà, ça permet d'avoir quelqu'un qui peut faire un petit état des lieux de la réunion et permettre d'avoir un feedback de la réunion pour pouvoir s'améliorer par la suite et essayer de la jouer un petit peu différemment en proposant à la personne qui parle jamais de parler un petit peu plus, en incitant un petit peu tout ça. Donc ça permet d'avoir des retours d'expérience sur le déroulé de la réunion. On en arrive au process. Donc on a fait l'objectif, on a fait les personnes, maintenant on va voir le process. Le process, donc
le process, c'est en fonction des objectifs de la réunion. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il pouvait y avoir différents objectifs. Par exemple, donner une vision, estimer, se synchroniser, analyser une situation, trouver des solutions, prioriser. Donc, en fait, tous ces objectifs de réunion, bah, il faut le savoir. Voilà, il faut se poser la question, c'est quoi l'objectif de la réunion? Et en fonction de l'objectif de la réunion, prendre des décisions aussi, je l'ai oublié, c'est important. Et en fonction de l'objectif de la réunion, on va pouvoir sélectionner un processus qui va être adéquat par rapport à cet objectif. Donc, il existe plein de process, encore une fois. Par exemple, pour donner une vision, il existe On the Cover, Product Box, Lean Canva. En fait, il y en a plein. Pour estimer, il y a le Planning Poker que vous connaissez, By a Feature que vous connaissez maintenant aussi, puisque on en a parlé lors d'un midi formation il n'y a pas très longtemps que ça. Se synchroniser, le daily meeting, le speed meeting, analyser une situation avec le keep drop start, le speedbot, tout ça vous connaissez. Mais en fait, ce sont des process qui vont permettre de trouver un moyen pour faire parler les personnes. Trouver des solutions, le mind mapping, prioriser en priorisation relative, prendre des décisions, vote par points, consensus systémique. Voilà, il en existe beaucoup. Alors, on va en discuter, je vais discuter quand même sur quelques process que je trouve intéressants. Alors, c'est pas forcément que je les trouve plus intéressants que les autres. Ça a été un choix comme ça en 2015. Alors, pour donner une vision, c'est des choses que j'ai fait et que j'avais trouvé sympathiques en atelier. Donc, par exemple, On the Cover. On imagine, pour donner la vision, on imagine finalement, je sais pas, dans 6 mois, on fait la une des journaux. Qu'est-ce qu'on aurait en couverture? D'où viendraient les idées initiales? Qu'est-ce qu'on aurait en couverture? Les gros titres, éventuellement les encadrer, les photos, des citations de personnes qui ont utilisé notre produit, voilà, etc. Et donc ça permet de se projeter sur une éventuelle couverture dans 6 mois quand on parlera du super nouvel outil de ProWebCE. Voilà ce que les gens en diront. Voilà, ça permet de se projeter et donc d'avoir une vision. Il y a le Product Box aussi qui est amusante. C'est de construire, alors non seulement c'est amusant à faire, c'est de construire finalement le package. Le package de la boîte du logiciel. Alors, ça peut être n'importe quoi, mais là en l'occurrence c'est un logiciel. Le package du logiciel qu'on va vendre. Donc ça revient un peu en the cover, mais c'est là on va vraiment faire du manuel et on va expliquer pourquoi est-ce qu'on a mis ce petit bonhomme qui est complètement ficelé, voilà. Et tous ces choix finalement derrière ça a une explication et ça permet donc d'avoir une vision sur ce qu'on veut pas. Et ça permet de s'exprimer peut-être plus facilement que si on s'exprimait avec des mots. Tout le monde n'est pas à l'aise avec les mots. Il y a des personnes qui sont plus justement à l'aise avec le découpage, l'artistique. Moi, je sais que j'aime beaucoup ça, donc c'est des choses qui m'amusent beaucoup. Et puis après, en plus, ça laisse un souvenir parce que du coup, il y a vraiment comment dire, une boîte, une vision, il y a vraiment quelque chose qui relie toute l'équipe autour d'un packaging. Voilà, on n'est pas obligé d'attendre le logo final du marketing, c'est vraiment quelque chose que l'équipe a construit et que je trouve ça très sympa en tout cas. Si le processus, si l'objectif est l'estimation, bon, je crois que celui-là, ça ne sert à rien que je vous le présente. Avec cette suite de Fibonacci, donc l'estimation relative. On a des
des cartes qui ont des points, ce sont des cartes qui vont être, des cartes référentes. Et après, le but du jeu, c'est de savoir si on estime que cette story est plus simple ou plus difficile que la carte qui a été référencée à 5. Si on estime que c'est plus difficile, on va voir par rapport à la carte qui a été référencée en 8, est-ce qu'on estime que c'est plus difficile ou plus simple que cette carte qui a été référencée en 8. Si on estime que c'est pareil, on reste à 8. Voilà, c'est le concept d'estimation relative. Relative, c'est toujours relatif par rapport à, à un existant. Donc, voilà, on fait toujours des comparaisons sur plus ou moins ce qui existe. Le bioficture, donc Cédric et Nora et Sarah en ont parlé au dernier midi formation, donc je ne vais pas vous refaire un topo là-dessus, mais bon, c'est un côté un petit peu rigolo, un petit peu côté Monopoly, d'acheter des fictures. On n'achète pas les hôtels, mais on achète les fictures. Dans les process, si on a un objectif, se synchroniser. On peut se synchroniser avec un daily meeting, je crois que si vous le connaissez tous. Donc, ce n'est pas un flicage, c'est vraiment des engagements devant ses pairs. Voilà ce que j'ai fait hier, voilà ce que je compte faire aujourd'hui. Il n'y a pas de, c'est pas une histoire de t'as rien fait, tu te fiches de qui. Voilà, on n'est pas du tout au niveau flicage. On est vraiment là pour s'aider, pour s'entraider, pour se dire, bah, là, j'ai rencontré un souci. Je crois que je vais peut-être demander de l'aide à quelqu'un aujourd'hui. Voilà, donc c'est de la synchronisation. C'est vraiment important. Après, il y a le speed meeting qui existe. Ça, c'est, je l'ai beaucoup utilisé avec un de mes anciens chefs parce qu'il avait peu de temps à m'accorder. Donc on se donnait 7 minutes. Voilà. Alors, je peux vous dire on va à l'essentiel direct. Hein. Par contre, voilà, c'était 7 minutes régulières parce que voilà, moi, ça a toujours été important pour moi de la transparence. Donc, j'ai toujours eu besoin d'être transparente sur ce que je faisais. Et donc, on se mettait 7 minutes pour discuter et pour aller vraiment à l'essentiel. Donc, voilà, ça, c'est des choses qui existent aussi. Si l'objectif est analyser une situation, le keep drop start, que vous connaissez aussi. Donc, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette et qu'est-ce qu'on commence. Donc, ça permet d'analyser une situation, de faire une rétrospective, pour dire le mot. Le speedboat, que je pense que vous connaissez également. Donc, c'est finalement notre objectif, c'est l'île. Nous, on veut aller sur l'île, peu importe le chemin. Évidemment, si le chemin est droit, c'est plus pratique, mais le chemin n'est jamais droit. En tout cas, notre objectif, c'est d'atteindre l'île. On a des freins qu'il va falloir essayer déjà de remonter. Le fait de savoir quels sont nos freins, ça nous permet de mieux les faire sauter, entre guillemets. On a un moteur qui va nous permettre d'avancer un peu plus vite. Donc, c'est plus facile de retirer les freins et de rajouter le moteur. Hein. Mais bon, si on rajoute du moteur et qu'on laisse les freins, bon, on ira moins vite, mais on avancera quand même. Voilà, donc ça permet d'analyser des situations et de pouvoir avancer. Trouver des solutions. Alors, le mind mapping, on l'utilise un peu pour beaucoup de choses. Là, c'est une manière de l'utiliser que je trouve sympa. Mais vous allez me dire que je trouve tout sympa, forcément. En tout cas, ce que j'aime bien, c'est que là, on a donc 2, 4, 5. On a 5 personnes, Sébastien, Hélène, Eric, Camille et Anne. Ils arrivent chacun avec leurs problèmes très spécifiques. Alors, mince, il y a des trucs. Je lis pas au fur et à mesure les conversations. S'il y a une question, vous m'arrêtez. Hein. C'est juste que atteindre l'île, en fait, on a pensé à atteindre l'île L-I-2-L-E. Ah, l'île. D'accord. C'était si ça se trouve, hein, c'est la mamie, là. Donc, on a ces 5 personnes qui ont tous un problème différent. Anne a un problème rose, Sébastien a un problème bleu, Hélène a un problème vert. Bon, bref, ils ont tous
ils ont tous des problématiques et ils ne savent pas trop à qui en parler. C'est toujours difficile d'avoir ces problèmes. On essaie d'en parler un petit peu à son entourage. Et puis bon, là, le but, c'est finalement, on écrit son problème. Chaque protagoniste écrit son problème et puis va passer son problème au voisin. Et le voisin va se dire, bah, tiens, il a ça comme problème, qu'est-ce que je pourrais lui proposer comme solution à son problème? Donc, il va peut-être proposer une solution, ou une question d'ailleurs, il va peut-être rajouter une question, 2, 3, et ça va commencer, et puis après, on passe… Ah oui, ça c'est quand on a oublié ces slides. Et le but du jeu, c'est que finalement, on repasse après au voisin. Et ça va rajouter des questions, des réponses, des propositions, etc. Donc, là, je ne sais plus comment il s'appelle, lui. Sébastien. Sébastien, donc, il a une question, une demande, un projet, un objectif, un problème ou un défi à relever. Donc, il l'écrit en une phrase. Après, il passe sa feuille à Camille. Et Camille va écrire sur cette même feuille que Sébastien lui a donnée, elle va écrire des idées, des infos, des mises en garde, des expériences en quelques mots. Et puis après, cette feuille, elle va repartir ailleurs. Elle va partir chez Anne, chez Eric. Et puis, en fait, et au fur et à mesure, tout le monde va accéder à la problématique de Sébastien et tout le monde va pouvoir rajouter son petit grain de sable. Ce n'est pas un grain de sable du tout, mais sa petite idée sur la question, la demande initiale de Sébastien. Et on va se retrouver à avoir un mind map, en fait, de questionnements, d'idées, d'informations, d'expériences, etc. Et après, Sébastien va pouvoir directement en discuter avec les personnes qui ont répondu donc à son questionnement. Et tout le monde repart avec sa feuille, avec son mind map. Et c'est ça que je trouve assez puissant, c'est que finalement, en peu de temps, il y a 5 personnes qui ont des pistes d'amélioration sur des problèmes qui ne savaient pas comment résoudre. Et donc, ça permet d'avoir, de permettre de résoudre rapidement des problématiques. Si l'objectif est la priorisation, quelle est la priorisation relative? Donc, la priorisation relative, c'est, bon, on est obligé de prendre un post-it au hasard. Ça, par exemple, je m'en suis servi pour travailler sur la vision d'une équipe de production. Bon, on se fiche. Et ils avaient une vision et ils avaient évidemment un backlog énormissime. Tout était important à faire. Et donc, on a utilisé cette technique pour leur dire, OK, bon, alors, on va en prendre un au hasard. Et maintenant, si je prends un autre post-it, est-ce qu'il est plus important ou moins important à faire? Est-ce qu'il est prioritaire par rapport au ticket qu'on vient de mettre ou est-ce qu'il est moins prioritaire? Et ça, à chaque fois. Est-ce qu'il est plus prioritaire, moins prioritaire? Jusqu'à ce que finalement, on se retrouve sur une seule ligne. Alors, c'est évidemment pas simple, mais une fois qu'on fait vraiment l'effort, ça par rapport à ça, par rapport à ça, et ben c'est en 1h30, j'allais dire un gros mot, c'est fini. En 1h30, on a la vision, on sait par quoi on va démarrer et on sait par quoi on va finir. Et on a vraiment cette priorisation d'un bloc. Mais il faut vraiment le faire unitairement, ça par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à ça, parce que quand on arrive, tout est important. C'est logique. Si l'objectif doit être de prendre des décisions, alors on peut faire le vote par points, tout simplement. Les 4 personnes ont 3 points et les personnes vont positionner les points sur les choses qui leur paraissent le plus important à traiter maintenant. Ça, c'est assez simple comme technique et efficace. Sinon, il y a le consensus systémique. J'aime bien le consensus systémique parce que c'est moins blanc ou noir. C'est-à-dire que, par exemple, donc nous avons Anne, Nathalie et Jérôme qui sont face à 3 solutions.
ça peut être d'ailleurs 3 solutions techniques. Est-ce qu'on va utiliser tel ou tel outil pour sécuriser notre plateforme? Il existe plein d'outils sur le marché, on en a sélectionné 3, mais le problème c'est que là, chacun a son avis. Donc, bon, voilà. Donc, le plus simple, ça serait un vote par point quelque part. Jérôme, il préfère la A, Anne et Nathalie préfèrent la C. Bon, fin du vote, c'est la C qui a gagné. Mais si on utilise un consensus systémique, on va jouer différemment. On va se poser la question du quel est le niveau d'objection entre 0 et 10? C'est quoi l'objection? 0, il n'y a aucune objection finalement sur l'outil, c'est juste que je ne l'aime pas. Bon, ça reste une objection du coup, mais c'est quoi le taux d'objection? Donc 0, il n'y a pas d'objection, et 10, c'est même pas en rêve, c'est le truc, il n'est pas du tout ergonomique, je vais mettre 10 ans avant de m'en servir. La formation, elle dure 30 jours par développeur, autant dire que c'est un investissement de folie, donc même pas en rêve. Et donc là, chaque personne va donner son niveau d'objection. Et donc, bon, par exemple, Anne, son niveau d'objection est de 7 sur le A, 4 sur le B et 3 sur le C. Forcément, elle avait dit oui au C. Elle préférait le C parce qu'elle avait moins d'objections sur le C. Nathalie, pareil, elle avait le moins d'objections sur le C, donc elle avait choisi le C. Jérôme, lui, n'avait aucune objection sur le A, peu d'objections sur le 2, et c'était un no way sur le C. Mais le fait de parler en nombre d'objections, on réalise aujourd'hui, finalement, en utilisant cette technique, que dans les objections, c'est la B qui gagne. Bon, vous avez compris, c'est la B qui gagne. En fait, c'est la B qui reçoit le moins d'objections. C'est elle qui, finalement, correspond, alors, ce n'est pas le mieux, c'est à le moins de choses qui sont... le moins d'objections en fait. C'est pas la solution de rêve, mais en même temps, sur les 3, il n'y avait pas de solution rêvée. Par contre, c'est celle qui correspond le plus proche de ce que chacun veut. Et donc là, on se retrouve avec cette solution C. Donc ça, c'est le processus qui s'appelle consensus systémique. Ça marche bien aussi pour pouvoir se mettre d'accord sur... alors moi, je l'ai surtout utilisé pour des choix de solutions techniques. Mais ça doit être possible de l'utiliser pour plein d'autres choses. Voilà, donc là, on en a vu quelques-uns, on en a vu beaucoup. Évidemment, il en existe... des palanqués, il en existe beaucoup, donc là je vous en ai même juste mis pas beaucoup, hein, puisqu'il existe plein de livres, et je vous les montrerai après, et puis finalement plus ça va, et plus on en ajoute, plus on en crée, même par rapport à sa problématique, parce qu'on n'a pas trouvé forcément le scénario qui correspond à notre problématique, donc on va s'inventer notre propre scénario. Donc c'est pour ça qu'il en existe vraiment beaucoup à découvrir. Il y a beaucoup de sites sur le sujet, des livres, il y a beaucoup de choses. Et puis il y a évidemment Mélissa et moi-même qui pouvons largement aider si vous cherchez des idées de processus avec un objectif précis. Si vous venez sans objectif, même pas on vous parle. Non, c'est pas vrai, mais l'important, c'est quand même d'avoir l'objectif de la réunion. Voilà, donc on a fait le pros, le people, le process, et maintenant le produit. Donc le produit, c'est quoi finalement? Le produit d'une réunion, c'est l'output, c'est la livraison. C'est OK, on a fait une réunion, on avait les bonnes personnes, on connaît l'objectif, on avait un process qui correspondait à l'objectif, mais au fait, c'est quoi la fin? Quand est-ce qu'on sait que c'est fini? C'est quoi les critères de succès de notre réunion? Donc ça, c'est quelque chose à déclarer avant.
Si c'est une prise de décision, il faut qu'à la fin, on ait pris une décision et que ce soit écrit noir sur blanc. La décision a été prise en réunion. Voilà, c'est fait. On n'en parle plus. Et ça, c'est hyper important également parce que on a l'objectif, très bien, mais s'il n'y a pas derrière la conclusion, c'est une réunion qui a servi à rien. Donc, il faut fixer les critères de validation de la réunion. C'est quels sont les livrables, quelles sont réponses, décisions, plan d'action. Tout dépendra de l'objectif de la réunion. L'objectif égal, quoi, c'est pas égal, mais en fonction de l'objectif, il faut s'assurer du résultat qui est attendu. Et ça, c'est très, très important. Même à noter directement dans la réunion. L'objectif, c'est de faire un suivi de notre projet. Bon, j'en sais rien. Voilà, quels sont les objectifs? Comment évaluer le succès? À valider par l'ensemble des participants. Il faut que les participants soient au courant de l'objectif et de ce qu'on attend d'eux. Et puis, évidemment, et de la suite. Est-ce qu'il y a une suite à cette réunion ou est-ce que c'est fini? Voilà, donc on a fait les 4 premiers P. Donc maintenant, on va parler des 3 P, les 3 P du dessous. Donc préparation. Donc c'est pas préparation au sens tout ce qu'on vient de faire, hein, évidemment. C'est préparation, ce sont les actions préparatoires. Donc est-ce qu'il faut lire un document? Parce qu'on va peut-être pas lire le document en séance. L'autre jour, on l'a fait lors de la practice agile, on a demandé aux ambassadeurs de lire un document avant de venir. C'est juste pour éviter de perdre 10 minutes à ce que tout le monde puisse lire le document pendant la réunion. Autant profiter du moment ensemble pour pouvoir travailler ensemble. Voilà, donc ça peut être lire un document, se renseigner sur un sujet, répondre à des questions, saisir un Confluence pour aller un petit peu plus vite sur les éventuels plans d'action à mettre en place lors d'une rétro, préparer des idées, voilà. Donc, il peut y avoir des demandes à faire en amont pour que la réunion soit beaucoup plus efficace. Practical concerns. Alors, practical concerns, c'est le côté pratique. C'est vrai qu'avec le Teams, le côté pratique est entre guillemets plus facile, mais il y a quand même une préparation. Par exemple, la formation PO de la semaine prochaine, il a fallu que je me batte et j'ai réussi pour trouver une salle de réunion. Et c'est pas facile de trouver une salle de réunion quand on n'a pas les droits, notamment. Voilà, donc il faut avoir une salle de réunion parce que pas de salle de réunion, c'est pas de formation. Et quand il y a des personnes qui viennent de loin pour suivre une formation, autant dire que ça ne va pas leur faire plaisir de faire la formation dans le couloir. Demander une confirmation des participants, donc ça va dans les deux sens aussi. On demande des confirmations, mais on attend aussi que les participants confirment ou au contraire infirment leur venue, mais ça reste hyper important parce que est-ce qu'on est 3 ou est-ce qu'on est 12, la réunion ne va pas se passer pareil. Est-ce qu'on a les personnes qui sont les plus importantes dans la réunion parce que c'est elles qui vont prendre la décision? Est-ce qu'elles sont là ou est-ce qu'elles ne sont pas là? Parce que si elles ne sont pas là, autant décaler la réunion. Voilà, donc ce sont des choses assez importantes pour que la réunion soit efficace. Et puis, on peut détailler les thèmes qui seront abordés dans l'agenda de la réunion. Fixer l'heure, la date, la durée, bon ça, c'est évident, mais bon, c'est toujours mieux de le dire, de le redire. Il faut aussi préparer le matériel nécessaire, si on a besoin de post-it, de paperboard, de stylos, voilà, est-ce qu'on a besoin d'outillages différents de l'habitude? Est-ce qu'on a besoin de son PC? Est-ce qu'au contraire, on n'a pas besoin de son PC? Il faut prendre aussi en compte le temps nécessaire à la mise en place, au rangement. Donc bon, là, je parle évidemment plus pour moi. Par exemple, la formation PO, j'aurai quand même une grosse partie à préparer en amont. Et puis en aval, il y aura quand même beaucoup de choses à ranger. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Ça fait vraiment partie du job de la personne qui prépare la réunion.
Et puis, on peut éventuellement aussi préciser en début de réunion les éventuelles pauses parce que bah, tout le monde est fatigué au bout de 3/4 d'heure. Et genre, elle a dit qu'il y avait une pause, je me souviens plus si elle a dit qu'il y avait une pause. Alors, du coup, oh là là, donc ça fait 3/4 d'heure quand même qu'on bosse. Et puis, au final, on perd complètement l'attention parce qu'on se demande quand est-ce que Sophie va dire qu'il y a enfin une pause parce qu'elle n'a pas dit au début et que moi, j'ai envie de faire une pause parce que j'ai envie de prendre un café, j'ai envie de fumer ou j'ai envie d'appeler mon chéri. J'en sais rien. Voilà pour tout le côté pratique. Et puis, on va terminer sur les pitfalls, donc les pièges à éviter. En fait, il faut convenir des règles en amont. C'est un peu comme les enfants. Si on donne les règles pendant, ils ne vont pas comprendre. Genre, mais elle m'a jamais dit que j'avais pas le droit, je ne vois pas pourquoi. Alors que si on les donne en amont, ils vont comprendre pourquoi on les gronde. Bah, et oui, je t'avais dit que la table devait être mise à 19 h. La table n'est pas mise à 19 h, donc tu es puni. Ouais. Alors que si à 19 h, la table n'est pas mise alors qu'on lui a jamais dit qu'il se fait gronder, bah, le gamin, il ne va pas trop comprendre. C'est à peu près le même genre. Il faut convenir des règles, même si elles paraissent évidentes. Le fait de le dire, c'est toujours mieux. Mettre son téléphone en vibreur, laisser éventuellement l'ordinateur au poste, s'écouter parler, s'écouter. Voilà. Et puis, une fois que les règles sont bien exprimées, finalement, après, le facilitateur, c'est son rôle de faire respecter les règles. Et donc, il est responsable de ce cadre et que tout le monde reste dans ce cadre et soit garant. Et une fois que c'est inscrit, ça facilite un peu la donne parce qu'on peut dire eh oh, tu vois là, j'avais marqué que le téléphone, il fallait baisser la sonnerie. Et voilà, c'est plus facile à gérer quand c'est déjà écrit en fait. Des petites astuces pour, par exemple, obtenir le calme. Désolée, j'ai du monde qui arrive à la maison. Alors ça, c'est vraiment quand il y a beaucoup de monde, par exemple au séminaire, peut-être que le facilitateur a utilisé cette manière de faire. C'est finalement de lever les bras et dès que l'animateur lève les bras, chaque personne qui voit l'animateur lève les bras et finalement chaque personne qui voit quelqu'un lever les bras lève les bras et ça permet donc d'obtenir le calme. Donc on lève les bras, on termine sa phrase et on se dit que peut-être que l'animateur veut intervenir. Ça évite à l'animateur de perdre sa voix à la première demi-journée de séminaire. Et puis c'est quand même vachement plus agréable pour avoir le silence en fait. Donc c'est une technique la technique des bras levés qui fonctionne très bien et qui est vraiment agréable, à la fois pour les animateurs mais aussi pour les participants. Et le parking lot, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement. C'est par exemple si à un moment donné on est hors sujet, on n'est plus sur l'objectif de la réunion, même si toutefois ça reste hyper intéressant parce que c'est un sujet qu'on n'aborde jamais et que là bah, c'est cool, on est tous autour de la table, alors bah, on n'a qu'à en parler. Mais non, c'est pas l'objectif du sprint. Mais par contre, je vais le noter dans ce parking lot. Le parking lot, c'est un endroit qui va permettre de garder toutes les idées, de les écrire noir sur blanc. Déjà, pour que la personne qui l'avait en tête soit rassurée parce qu'elle a été écrite quelque part et elle n'est pas partie aux oubliettes. Et deux, ça permet aussi de pouvoir la traiter par la suite parce qu'on a la liste de tout ce qu'il y avait dans le parking lot. Et donc, on va pouvoir travailler sur ces sujets après la réunion. Donc, c'est pour garder trace des questions posées, voilà, de tout ça. La conclusion. Alors, synthèse, plan d'action, évaluation. Donc, le plan d'action, construire un plan d'action, élaborer un plan d'action,
alors ça dépendra de l'objectif, effectivement, de l'objectif de la réunion. J'aime souvent dire qu'une rétrospective qui n'a pas de plan d'action, ça ne sert à rien. Autant ne pas faire de rétrospective, en fait. Là où c'est important quand on cherche à prendre des décisions, quand on cherche à s'améliorer, voilà, sur certains objectifs de sprint, le plan d'action, c'est primordial. Élaborer un plan d'action, c'est on fait quoi après? Maintenant qu'on a pris cette décision, très bien. On en fait quoi de cette décision? C'est quoi la suite? Voilà, donc ça, ce sont des choses très importantes. Ça suscite évidemment l'engagement. L'afficher dans le bureau, vous l'aurez bien compris, ça se complexifie. Mais en tout cas, y retourner le plus souvent possible pour pouvoir vraiment voir ce plan d'action, se dire quelle est l'action, qui a dit qui l'a pris, qui a pris la responsabilité. C'est pas forcément lui qui va faire, mais c'est lui qui prend la responsabilité d'aller voir les personnes pour faire avancer ce point. Et puis l'échéance, quand est-ce qu'on espère que ce soit terminé pour être sûr que finalement ça avance. C'est pas une échéance en mode couverge, c'est une échéance pour s'assurer que le sujet va vraiment avancer. Et puis le mettre à jour en séance les fois suivantes. Il y a le rôti aussi pour conclure, qui peut être une bonne idée. D'ailleurs, je pense que je vais vous demander un petit rôti en fin de session. Alors, rôti, ce n'est pas un rôti, hein. C'est un Return on Time Invest, mais je trouve ça marrant, le rôti. Donc, c'est un vote simultané. Donc, normalement, le but, c'est que tout le monde le fasse en même temps et qu'il n'aille pas regarder à côté. Toi, tu as mis combien? Toi, tu as mis combien? Ouh là, le chef, il a mis 2. Moi, je vais mettre 2. Voilà. Donc, c'est vraiment simultané. On ferme le point et puis on fait 3, 2, 1, paf, et on donne sa note. C'est pour finalement déterminer l'intérêt des participants à la réunion, s'ils ont trouvé que cette réunion était concluante, si on a avancé, si le process était sympa. Bon, j'en sais rien, moi, sur la réunion, comment les participants ont trouvé cette réunion. Le top, c'est de pouvoir débriefer, parce que s'il y a des, entre guillemets, mauvaises notes, on a besoin de feedback. Hein. Qui dit mauvaise note dit qu'il y a quelque chose qui n'a pas été apprécié, et donc si ça n'a pas été apprécié, il faut écouter la personne qui n'a pas apprécié pour pouvoir s'améliorer pour la suite. Donc ça peut être des mini rétrospectives. Donc bon, forcément, ça prend un petit peu de temps. Donc soit le faire en parcimonie, soit systématiquement. Voilà, donc ça donne ça. C'est c'était inutile, je n'ai rien gagné et rien appris. J'ai vraiment perdu mon temps. Utile, ça ne valait pas tout le temps que j'y ai passé. J'ai donc perdu mon temps. Je n'ai pas perdu mon temps, c'est 3 ateliers intéressants. J'ai gagné plus de temps que j'y ai passé, et 5 super ateliers dont je vais bénéficier. Cela vaut bien plus que le temps que j'y ai passé. Donc ça, c'est le fameux rôti qu'on va faire juste après. Je voulais faire, j'ai combien? 7 minutes. Je voulais faire une petite aparté sur l'agile, parce que je suis un petit peu obligée, hein, vous me connaissez. Le terme cérémonie en agile, c'est un terme que j'apprécie beaucoup, parce qu'une cérémonie, c'est comme une cérémonie bon, quel genre de cérémonie connaissez-vous? Cérémonie du mariage, cérémonie du baptême, cérémonie. Bon, il y en a des moins drôles dans les cérémonies, mais en tout cas, chaque cérémonie, on a un objectif précis. La cérémonie du mariage, l'objectif, c'est quand même qu'ils se marient. Hein. S'ils ne se marient pas, on a raté l'objectif. Ensuite, on sait qui parle lors d'une cérémonie et comment on s'habille lors d'une cérémonie. On sait quel est le timing de la cérémonie. On sait bref, c'est vraiment quelque chose de très cadré, des cérémonies.
Et c'est pour ça que je trouve le terme cérémonie bien trouvé en agile, parce que justement, les cérémonies sont cadrées. On n'est pas là, voilà, en rétro, on n'est pas là pour faire un sprint planning. En daily, on n'est pas là pour parler du projet d'à côté. Voilà, c'est vraiment des choses qui sont très, très cadrées. Et ça, j'apprécie. Voilà, bon, c'est ma petite parenthèse. Il n'y a pas de réunionnite aiguë en agile. C'est vraiment des cérémonies qui sont qui suivent vraiment à la lettre le plan des 7 P. Je termine sur la bibliographie. Donc, celui-là qui existe en français maintenant. Bon, peut-être que vous êtes vachement plus fluent que moi, mais bon. En tout cas, il existe en français. Moi, perso, ce que j'apprécie beaucoup, c'est la manière dont ils expliquent comment... alors, c'est aussi comment faire des ateliers. Bon, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais le côté où on ouvre, on ferme. En fait, ils expliquent vraiment les étapes à suivre pour créer des brainstorms, des choses comme ça. Puis après, il y a beaucoup de... Il y a donc le passer en mode workshop. Et ils ont sorti une V2 spécifique agile. Voilà, donc c'est des bouquins que je recommande et que je peux vous apporter si vous êtes intéressé de les feuilleter à Malakoff. Voilà pour moi. Il reste 4 minutes pour faire le rôti. Vous jouez le jeu? Dans la conversation, là? Allez. Dans la conversation, là, j'ai pas trop de choix. Mais... À moins que tout le monde mette sa webcam. Tu donnes un chrono, alors. Je donne un chrono? C'est bon, tout le monde a réussi à... Tout le monde est prêt à taper? Oui. 3, 2, 1, go! J'ai mon téléphone qui sonne. Oh, bah écoutez, merci. En même temps, si vous êtes resté jusqu'à maintenant, j'espère que c'était pas trop chiant. Pardon. Moi, j'aurais juste une question, parce que ça, c'est quand c'est toi qui anime la réunion. Ce que tu as présenté, mais quand tu subis la réunion. Alors, quand tu subis la réunion, en fait, c'est de ta responsabilité aussi d'aller réclamer c'est quoi l'objectif, c'est quoi la sortie, c'est quoi les règles. C'est toujours un peu délicat, je te l'accorde. En fait, il faut nous poser la question avant le début de la réunion. Mais au fait, pourquoi tu m'as invité? Parce que là, on perd déjà 10 minutes. Une autre question? Eh bien, merci beaucoup. Eh ben, merci à toi. Merci Sophie. Merci, bonne journée. Merci.